c'est une erreur d'analyse qui démontre le peu d'empressement à essayer de mieux connaître l'Afrique et les Africains et les résultats de leur politique, quel que soit le gouvernement, que ce soit Hollande, Sarkozy, Chirac et autres. Certains, peu ou prou, ont été appréciés, mais ils ont maintenu, peu ou prou, une France-Afrique. Donc ce passif, il est urgent, comme vous le dites. Il faut convoquer, comme on l'a déjà dit sur vos antennes, comme on l'a dit sur votre télé, comme vous, toutes les analyses. Et les analyses sur le Burkina, sur les télévisions françaises et ailleurs, démontrent la cécité, voire presque la volonté de ne pas dire qu'ils voient la vérité, mais elle est tellement immense, parce que quand on tire le tiroir de la réalité de ce passif, pourquoi il y a un mal, il y a une difficulté de s'excuser pour la colonisation. Parce que si vous vous excusez, c'est qu'il y a un préjudice. S'il y a un préjudice, il y a un procès. Donc, il faut faire le procès même juridique de la colonisation. Et si vous excusez, c'est que vous vous excusez pour quelque chose. Donc, le fait de dire, c'est comme si les Africains étaient complètement lobotomisés, c'est-à-dire sans cerveau, et qu'à chaque fois, l'Africain déléguait son cerveau soit à la France, soit à la Russie, mais l'Africain qui soit au Burkina, qui soit à Brazzaville, qui soit à Tripoli, qui soit à Alger, qui soit à Abidjan, n'a pas besoin de la France ou de la Russie pour penser, pour avoir une vision géopolitique du passif, du passif de la De la France France. en Afrique, oui. De la France. Et pareil, ce qui a été dit, même en Afrique dite anglophone, ce qui a été dit au prince, et maintenant roi, il va falloir, à l'intérieur du Commonwealth, mais à l'intérieur de nos rapports et relations britanno-africaines, changer les rapports, changer la philosophie. Donc c'est bien trois choses. C'est bien changer de prisme et de paradigme, donc de philosophie, donc de regard à l'égard de l'Afrique et des Africains. Pas seulement à l'égard des élites, parce que c'est bien un système qui n'est plus supporté, qui n'était déjà pas supporté par les parents. Donc le fait qu'ils soient allés de cette façon devant cette ambassade où ils passent tous les jours, où ils ont manifesté souvent devant ou à côté pour demander la fin de la France-Afrique, pour un changement de prisme et de paradigme, parce que l'impact est terrible sur leur quotidien, mais pas seulement à Ouaga, pas seulement à Bobo. Ils savent bien que c'est une problématique où la France est passée ou est encore avec une certaine influence. Un pays africain sur trois a connu la colonisation française, peu ou prou, en tout cas les impacts. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de Savoir que je vous invite d'ailleurs à liker et à partager pour nous aider à améliorer notre référencement. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de nos prochains numéros. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, je suis Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir le nouveau sur ce plateau, Monsieur Jean-Claude Félix Chikaya. Vous êtes sociologue, géostratège, géopolitologue, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe, groupe Afrique. Bonjour et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs et avec plaisir, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous pour qu'on puisse débattre et j'effectuerai quelques analyses prospectives que je verserai à la sagacité de tous et de chacun. Merci de votre disponibilité. Au centre de cette interview, les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques en Afrique avec en toile de fond la recrudescence des coups d'État. Le tout dernier a eu lieu le 30 décembre dernier au Burkina Faso. Au total, 9 coups d'État au Burkina Faso depuis que ce pays est indépendant en 1960. Un coup d'État dans un coup d'État. Quelle est votre première analyse de la situation actuelle au Burkina Faso? Ce qu'on peut dire et déplorer,
c'est que le Sahel est dans une situation paroxystique. Euh, le Burkina Faso, pour commencer par lui, puisqu'il est donc au cœur de l'actualité, pas seulement africaine, mais euh, internationale, devant ce nouveau coup d'État. Quand je dis que le Sahel est dans une situation paroxystique, on peut donner, par exemple, un chiffre. Plus de 55% du territoire échappe au pouvoir central. Euh, Plus de 11 000 écoles pour tout le Sahel sont fermées, même si certaines ont pu rouvrir hier et certains élèves allaient qu'à un cas, mais pour certains, la peur au ventre. De Jean-Claude Oui, Félix, oui. qu'est-ce qui alimente finalement ce terrorisme? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des questions qu'on doit quand même se poser. Au temps, par exemple, de Blaise Compaoré, nous avons assisté à un calme, sinon à une stabilité pendant tout son règne. Tout était calme, comme par hasard, alors que c'était évidemment aussi un régime totalitaire. C'est aussi un soldat qui était à la tête. Et depuis que Blaise Compaoré est parti, ben, la suite, on parle aujourd'hui ben, évidemment de la sécurité ou de la crise sécuritaire au niveau du Sahel, particulièrement au Burkina Faso. Qu'est-ce qui alimente finalement ce terrorisme au niveau du Burkina Faso, un pays où l'on sait qu'il n'y a pratiquement pas quelque chose qui peut attirer les terroristes à ce niveau-là? Mais je ne partage pas entièrement votre analyse par rapport à d'autres sur Compaoré. Compaoré tenait d'une main de fer ce qui était sous-jacent, ce qui était insidieux. Euh, les visions politico-religieuses radicales étaient déjà euh, au Burkina et dans d'autres régions du Sahel et ailleurs. Il a su, d'une main de fer, manœuvrer pour qu'il n'y ait pas de cette explosion. Mais c'était sous-jacent. Ça n'a pas émergé après lui. C'était là. C'était présent. Comme c'était déjà aussi présent pendant la colonisation et les décolonisations dans plusieurs pays d'Afrique. Certains avaient une vision politico-religieuse radicale. Oui, mais c'est pourtant c'est beaucoup plus perceptible maintenant qu'il n'est plus là et il n'a pas quand même. Parce que justement, parce que ça n'a pas été réglé. Ça n'a pas été réglé. Ce n'étaient des accords qui malheureusement n'entamaient pas, n'élaguaient pas la substance idéologique qui animait ces groupes. Alors, mais donc, voilà pourquoi je posais la question. Où est-ce que le problème se situe? Qu'est-ce qui alimente ce terrorisme au niveau du Burkina Faso? Il y a quoi exactement au Burkina Faso qui peut attirer les terroristes? Alors, il serait peut-être aller vite et trop vite, ce qui est souvent dit. Il y a un terreau favorable, l'appauvrissement de la population, la précarité, les incertitudes sociales et économiques. Sauf que on ne voit pas une certaine religiosité radicale où il y a des personnes qui adoptent, qui optent pour ce type de vision de la société. Bien sûr, certains devant un ordinaire extrêmement difficile, mais quand on vous parle dans ce type de situation, quand on vous parle d'un Dieu auquel vous croyez, quand vous avez une foi, eh ben, elle est parfois manipulée et d'autres fois non. On ne peut pas seulement invoquer un terreau favorable. Ça voudrait dire que être pauvre ou être appauvri ou précarisé, donc, vous rend susceptible un peu plus rapidement d'aller vers le radicalisme et autres extrémismes religieux. Bien sûr que ce terreau y participe, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'adresser pour qu'on puisse, comme on s'adresse à des téléspectateurs, il faut vraiment s'adresser aux consciences. Parce qu'il ne faut pas faire d'une condition sociale une fragilité qui pourrait emmener plus facilement vers
euh, vers des visions politiques, politico-religieuses qui va vous emmener à massacrer, à violer et autres infamies sur des personnes qui sont de votre nationalité ou non, qui sont votre voisin, qui sont de votre famille ou non. Donc, il faut vraiment tenir les deux bouts pour dire que c'est vrai, il y a ce terreau que vous voulez mettre en exergue et vous avez raison. Mais moi, je dis attention, attention, ce n'est pas les seuls éléments qui participent à l'accélération d'adhésion à des thèses radicales et extrêmes. Alors, certains pensent que, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, quand finalement la crise sécuritaire au niveau du Sahel, ce n'est pas d'hier, ça a commencé il y a très longtemps, mais nombreux estiment, si l'on pense, que c'est parti de la déflagration, j'allais dire, de la Libye, le fait d'avoir détruit la Libye, tout est parti de là et aujourd'hui, le terrorisme s'est emparé du Sahel. Alors, la déflagration de la Libye, je vais le dire comme cela, par, je ne sais pas s'il faut revenir sur les décisions auxquelles l'Afrique n'a pu dire mot sur le plan institutionnel, ou en tout cas n'a pas été entendue sur le plan de l'Union africaine. Et il y a eu donc une intervention plus que belliqueuse qui a complètement disloqué la Libye, qui a du mal d'ailleurs à s'en remettre jusqu'à maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait rien en Libye, notamment sur le plan, là encore, terroriste. Il ne faut pas dire qu'avant, tout allait bien en Libye, que monsieur Kadhafi était quelqu'un qui opérait de façon démocratique, qui n'avait pas de vision discutable, voire raciste parfois pour les Oui, mais Libyens, on peut les dire Libyens tout de même, noirs. on peut dire Mais tout de même que c'était nettement mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le chaos total. oui, c'est le chaos total. Mais moi, je pense qu'il faut tenir les deux bouts. C'est-à-dire, ce qui était mieux, c'est comme ceux qui disent que les dictatures sont sont des stabilités. Ce qui fait dire notamment à la France qui favorise et qui ferme les yeux sur le Tchad. C'est le même élément. Oui, mais c'est une dictature dynastique, mais ils tiennent, c'est stable. Mais une dictature, c'est pas une stabilité, c'est pas stable. Sinon, on pourrait dire la même chose dans bien des pays en Afrique. Donc, ce sont des fausses stabilités. Ce qui est stable, c'est le trône du dictateur. Mais dans la société, elle est travaillée par plusieurs éléments nocifs et nuisibles, et notamment les idées politico-religieuses ou autres, ou l'extrémisme, ou tous les mécanismes qui vont créer à rendre la corruption endémique. Et certains, de loin ou de près, vont vouloir présenter ce type de régime comme comme des régimes stables. Mais ces régimes qui sont tenus d'une main de fer, dès que justement il y a une explosion, eh bien sûr, c'est le couvercle de cette cocotte qui éclate. Mais travailler dans cette société, bien sûr, la Libye allait autrement mieux, tout est relatif, comme je viens de l'expliciter. Et ceux qui sont intervenus sans une connaissance assez aboutie de la vie politique et l'histoire politique de la Libye. C'est pour ça que je parle de déflagration. C'est bien sur ce que vous venez de dire, ce que j'essaye de dire de manière complémentaire. Il faut absolument laisser aux Libyens ou à d'autres le soin, parce qu'ils ont une connaissance, une expertise supérieure à ceux qui viennent de l'extérieur, en pensant avec des certitudes et un complexe de supériorité. Attendez, on va vous dire ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, parfois, ils interviennent sans frapper à la porte d'entrée. Donc, il y a bien des choses qu'il faut tenir. Et attention à ce panafricanisme dont se réclamait M. Kadhafi. C'était un président totalitaire. Ce n'était pas un exemple d'un panafricanisme qui marchait. Il n'avait rien à voir avec une vision, la vision de Lumumba qui n'aurait pas géré le Congo de cette façon.
Oui, mais alors, puisque nous parlons ici du terrorisme, est-ce que en Afrique, nous avons un proverbe qui dit le mal se traite à la racine. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, évidemment, pour la communauté internationale qui a détruit le Mali, la Libye plutôt, de revoir sa stratégie, comment remettre la Libye, par exemple, sur pied? Parce qu'on a l'impression que c'est une situation qui avait été créée exprès, évidemment, pour continuer à prendre l'Afrique en otage. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Là, c'est beaucoup plus complexe, hein. Bien sûr que la communauté internationale, mais nous faisons partie de la communauté internationale. Tous les pays d'Afrique sont membres de cette communauté internationale. Donc, j'ai toujours du mal quand on parle d'une Oui, mais communauté ces pays-là ne sont pas internationale. écoutés. Tout à l'heure, vous avez rappelé Oui, que mais la c'est, oui, voix mais de l'Afrique n'a pas oui, mais été prise en compte lors oui, mais de… oui, mais c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Kadhafi n'était pas la solution. Il faut parler, il faut aussi en discuter à certains en Libye qui n'étaient pas d'accord par ce qu'ils subissaient du régime de Kadhafi. Bien sûr, ce n'était pas à l'extérieur et à ces puissances extérieures dont vous parlez, j'ai bien compris, qui ont une responsabilité immense et bien sûr qui devraient plus que pas intervenir pour dire voilà ce qu'il vous faut, nous avons les clés de votre bonheur et la recette de votre bonheur, mais financer la reconstruction, financer la cohérence d'une reconstruction libyenne, qui est un pays qui est partagé en deux, voire en trois. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé d'une déflagration quand il y a une intervention qui arrive sur un pays qui marchait qu'à un cas, avec des lourdeurs et des difficultés grandes en termes de vision politique. Moi, je ne suis pas pour une vision positive d'un président qui est totalitaire, quel qu'il soit, despotique ou Non, dictatorial. Pour moi, évidemment, moi pour non moi, plus, c'est pas une stabilité. Je sais pas ce que vous moi avez dit. non plus, je ne voudrais pas me focaliser sur le cas, par Sur... exemple, Kadhafi. Kadhafi, c'est une D'accord, personne comme d'accord. tout autre, mais je parle un peu de la situation de la Libye qu'il faut Alors, probablement oui, revoir parce que tout part de là et tout le monde est d'accord de dire que finalement, ce plan avait été établi pour continuer à prendre l'Afrique en otage, c'est-à-dire passer par la Libye et puis continuer à installer ses bases militaires parce qu'à la date d'aujourd'hui, ce dont maintenant nous parlons, beaucoup sont ceux qui pensent que la présence de ces troupes militaires en Afrique ne se justifie pas. non, elle ne se justifie pas, mais pas seulement depuis, en parlant de Tripoli. Il y a des bases cimentées dans plusieurs euh, capitales africaines avec des accords de défense qui seront sûrement rediscutés quand les pouvoirs vont changer. Mais ça a toujours été discuté. Ceux qui nous ont précédés, nos parents, n'ont jamais accepté, peu ou prou, cette, cette, que ces armées étrangères, notamment françaises, soient avec casernes cimentées, donc garde prétorienne de beaucoup de despotes, des dictatures et de régimes totalitaires. Donc, mais sur la Libye, ça n'a fait qu'accélérer. Bien sûr que ça a disséminé, ça a participé à l'extension. Et là, pareil pour le Sahel. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à endiguer, une expansion, une accélération de ce qu'il y a quand même à l'intérieur de nos sociétés peu ou prou. Moi, je pense que ce serait commettre une erreur que dire que ça vient seulement de l'extérieur et qu'avant, il n'y avait pas de terrorisme, avant, il n'y avait pas de pensée radicale sur le plan religieux, il n'y avait pas de pensée radicale sur d'autres plans. Mais bien sûr, la Libye et l'intervention extérieure a accéléré le phénomène de cette expansion. Il faut aussi se rappeler qui était, qui était au pouvoir dans les pays où il y a eu cette expansion. Alors, on Donc va revenir… la vulnérabilité, quel que soit le pays, la vulnérabilité d'un État, malheureusement, le met en danger.
On va revenir sur le Burkina Faso avec le coup d'État du 30 septembre dernier, bien entendu. Alors, à ce niveau-là, on a bien constaté que la France est devenue persona non grata au Burkina Faso. Les bâtiments, je l'ai rappelé d'entre deux jeux, des bâtiments officiels vandalisés, donc l'ambassade, l'Institut culturel saccagé. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela dans un pays où il y a bien d'autres représentations diplomatiques? Pourquoi est-ce que les Burkinabés sont pris en fait au symbole de la France seulement? Il y a un passif qui est extrêmement lourd. Donc, quand une bonne partie de la population a voulu se diriger ou s'est dirigée vers l'ambassade de France, certains pensaient qu'il allait être exfiltré ou protégé par l'ambassade de France. Beaucoup se sont dit que ce soit vrai ou non. Ça a tellement été vrai ici et là, et notamment ce qu'a fait Sarkozy en Libye, le, le soutien au troisième mandat, une vision à géométrie et variable et sélective pour le Tchad, alors que il y a des courroux des courroux paternalistes et tutélaires qu'on leur a rien demandé de formuler de telles diatribes. Le peuple souverain du Mali a de quoi répondre sur le plan intellectuel et stratégique pourquoi ils ont choisi certains et pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres. Donc, le peuple burkinabé qui passe tous les jours euh, à Ouaga, parce que toutes les villes, il n'y a pas qu'à Ouaga, à Bobo, Dioulasso et autres, toutes les villes étaient dans la rue pendant ce week-end pour dire le fait qu'ils voulaient un changement de pouvoir. Donc, c'est parti d'un schisme militaire, d'une vision stratégique, et cette vision qui a créé un schisme à l'intérieur du commandement burkinabé était partagée par l'ensemble des Burkinabés. Donc, c'est bien le passif France-Afrique, le système France-africain, et non le français lambda qui peut se balader aujourd'hui à Bobo ou à Ouaga. Il y a bien une différence, c'est bien une stigmatisation politique. Les enfants, je dis les enfants, les jeunes et les moins jeunes, excusez-moi du terme, qui étaient devant l'ambassade, plus qu'en colère, ce sont les petits-enfants d'un passif. Et le passif, il a été animé encore ce vendredi au Tchad, où on prolonge, on prolonge de manière dynastique le fils d'Éby qui a pris le pouvoir. Donc, il y a eu un coup d'État aussi dynastique juste quelques heures après la mort et le décès de son père. De son père, oui. Et il n'y a pas eu la même attitude. Et le président français est venu faire un discours. Si vous vous retournez, vous en avez l'impression, est-ce qu'il parle de M. Déby, qui était donc un président totalitaire, ou de Nelson Mandela? Donc, c'était des éloges extraordinaires qui n'avaient rien à voir Alors, avec le réel. Donc, c'est prendre, oui, oui, Jean-Claude Félix Higueïa, pourquoi est-ce que la France n'assume-t-elle pas ses responsabilités? Parce que là, vous êtes en train d'expliquer ce coup d'État, d'ailleurs, du Tchad, où on a vu évidemment Emmanuel Macron en personne venir adouber le fils Déby et donner aussi l'impression, évidemment, de ce que vous avez appelé la diplomatie à géométrie variable. Donc, pour la France, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Et tout cela alimente ce sentiment anti-élite politique française, à ne pas confondre avec un sentiment anti-français comme on nous le présente. Non, mais moi, je n'ai jamais opéré cette confusion. Et d'ailleurs, à chaque fois, je dis et je répète que même cette expression sentiment anti-français est impropre et mensongère. Ça induirait pour le citoyen lambda français ou autre, que tout d'un coup, les Africains, jeunes et moins jeunes, se sont réveillés racistes contre la France, alors que leurs parents, leurs arrière-grands-parents, depuis des décennies, pendant la colonisation et après, demandent un changement de rapport politique, diplomatique et géopolitique et économique, parce que bien sûr que ce qui est fustigé, c'est pas seulement ce qui anime et qui coanime avec certains pouvoirs africains la France-Afrique,
mais il y a aussi une bonne partie de multinationales qui participent peu ou prou au maintien, de ce système France-Afrique, qui n'est pas seulement un système politique pour maintenir, bon, bien sûr, il maintient des intérêts géostratégiques aujourd'hui plus que géoéconomiques. Alors, ben, c'est là où je posais donc la question de savoir pourquoi est-ce que la France n'assume pas ses responsabilités au lieu de voir toujours la Russie derrière. Parce que de ce qui s'est passé au Burkina Faso, par exemple, les médias, quand je suis un peu les médias, particulièrement les médias français, c'est la Russie qui est derrière, c'est la manipulation de la Russie, c'est la manipulation. Alors que tout le monde sait qu'il y a un passif. Mais c'est une erreur d'analyse qui démontre le peu d'empressement à essayer de mieux connaître l'Afrique et les Africains et les résultats de leur politique, quel que soit le gouvernement, que ce soit Hollande, Sarkozy, Chirac et autres. Certains, peu ou prou, ont été appréciés, mais ils ont maintenu, peu ou prou, une France-Afrique. Donc ce passif, il est urgent, comme vous le dites. Il faut convoquer, comme on l'a déjà dit sur vos antennes, comme on l'a dit sur votre télé, comme vous, toutes les analyses. Et les analyses sur le Burkina, sur les télévisions françaises et ailleurs, démontrent la cécité, voire presque la volonté de ne pas dire qu'il voit la vérité, mais elle est tellement immense. Parce que quand on tire le tiroir de la réalité de ce passif, pourquoi il y a un mal, il y a une difficulté de s'excuser pour la colonisation. Parce que si vous vous excusez, c'est qu'il y a un préjudice. S'il y a un préjudice, il y a un procès. Donc, il faut faire le procès même juridique de la colonisation. Et si vous excusez, c'est que vous vous excusez pour quelque chose. Donc, le fait de dire, c'est comme si les Africains étaient complètement lobotomisés, c'est-à-dire sans cerveau, et qu'à chaque fois, l'Africain déléguait son cerveau soit à la France, soit à la Russie, mais là, l'Africain qui soit au Burkina, qui soit à Brazzaville, qui soit à Tripoli, qui soit à Alger, qui soit à Abidjan, n'a pas besoin de la France ou de la Russie pour penser, pour avoir une vision géopolitique du passif, du passif de la De la France France. en Afrique, oui. De la France. Et pareil, ce qui a été dit, même en Afrique dite anglophone, ce qui a été dit au prince et maintenant roi, il va falloir à l'intérieur du Commonwealth, mais à l'intérieur de nos rapports et relations britanno-africaines, changer les rapports, changer la philosophie. Donc c'est bien trois choses. C'est bien changer de prisme et de paradigme, donc de philosophie, donc de regard à l'égard de l'Afrique et des Africains. Pas seulement à l'égard des élites, parce que c'est bien un système qui n'est plus supporté, qui n'était déjà pas supporté par les parents. Donc le fait qu'ils soient allés de cette façon devant cette ambassade où ils passent tous les jours, où ils ont manifesté souvent devant ou à côté pour demander la fin de la France-Afrique, pour un changement de prisme et de paradigme, parce que l'impact est terrible sur leur quotidien, mais pas seulement à Ouaga, pas seulement à Bobo. Ils savent bien que c'est une problématique où la France est passée ou est encore avec une certaine influence. Un pays africain sur trois a connu la colonisation française, peu ou prou, en tout cas les impacts. Donc, le fait, et je regarde aussi avec déploration et plus que presque colère rentrée, les analyses qui font passer les Africains pour des mineurs éternels qui ne sont pas encore rentrés à l'école des consciences et qui auraient délégué leur cerveau à Moscou avant de l'avoir délégué à Paris ou autre, alors que non, non, là c'est encore poursuivre ce discours comme si l'Africain n'avait pas une humanité aboutie, ce qui réveille donc, ce qui réveille les souvenirs de la colonisation, ce qui réveille les souvenirs de l'esclavage. Je suis presque étonné qu'ils soient étonnés que les Africains d'Alger jusqu'au Cap, en passant par Brazza, en passant par Ouagadougou, en passant par Tripoli, répètent qu'il faut solder cette vision
coloniale des Bon, décennies. je disais à tort ou à raison, simplement parce qu'évidemment, tout ce qui se passe en Afrique actuellement, surtout là où la France avait Ah oui, d'accord. la Excusez-moi, autant mainmise, pour moi. on voit Oui, toujours, oui. on voit Oui, Wagner oui, derrière, autant on voit pour la moi. Oui, Russie, oui, alors autant pour qu'évidemment, moi. la Ah France oui, a un oui, passif que nous voilà, c'est avons ça. tout à Autant pour l'heure moi. rappelé. Alors, de plus en D'accord, autant pour plus, moi. les jeunes générations africaines sont irritées par la présence des troupes françaises en Afrique. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour la France, bien sûr, de lever finalement son pied de l'Afrique, comme l'ont fait d'ailleurs les Américains en Afghanistan? Sinon, qu'est-ce qui justifie cette insistance? Et c'est pour quel intérêt? Pourquoi est-ce que la France voudrait toujours prendre la paternité, évidemment, de mener ces luttes contre le terrorisme? Sinon, pourquoi pas former, par exemple, une armée africaine qui pourra désormais lutter contre le terrorisme? Pourquoi est-ce que ce serait toujours les troupes étrangères sur le sol africain? Alors, il y a des responsabilités qui ne sont pas seulement Paris, il y a aussi des signatures de certaines présidences et de certains régimes en Afrique qui parfois signent des accords de défense qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Je parle de leurs concitoyens. C'est pour ça que parfois il y a une double tutelle. Il y a une tutelle intérieure, donc avec un régime totalitaire ou autoritaire, et qui Oui, mais à signe, ce niveau, donc pendant qui que vous allez continuer, fragilise. pardon, Oui, Jean-Claude Félix, pendant que vous allez oui. continuer, il faut quand même dire que ces présidents, en réalité, ne représentent personne, même pas leur population. On connaît Non, comment ils sont arrivés au pouvoir. oui, mais Donc, filer avec ces gens-là, c'est… c'est pour ça que je reviens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que les populations sont otages d'une géopolitique extérieure qui se prend pour une tutelle éternelle, comme ces présidents qui ne représentent rien, qui s'auto-désignent à rester plusieurs décennies et plusieurs mandats au pouvoir en changeant la Constitution. Donc, c'est pour cela que je parlais de peuples sidérés et voir une situation paroxystique au Sahel, mais il y a d'autres régions en Afrique où il y a le même postulat sur le plan psychosociologique et politique. Et la France va être obligée, soit comme vous le dites, de lever le pied, ou si c'est pas de lever le pied, mais lever les yeux et la conscience et de réagir autrement. La France n'est pas sans cerveau et sans vision. Donc, quand l'Afrique stigmatise les élites françaises, ils savent que l'Afrique est dotée d'autant de cerveaux qu'en France, un peu plus, parce il y a 1,4 milliard d'Africains. Donc, ces cerveaux, avec leur dignité, hein, un peu au prou, si on enlève les petits-enfants, mais assez vite, quand on va à l'école en Afrique, on comprend assez vite la situation sociale et économique dans notre quotidien. Donc, on peut avoir une vision peu ou prou assez claire de ce qu'on subit. Donc, ils sont sur plusieurs fronts, les populations africaines. C'est qu'ils doivent souvent se battre contre des régimes autoritaires intérieurs, contre une géopolitique qui vient continuer d'asseoir un trône qui leur est défavorable, où le mot démocratie est malheureusement dévoyé, alors que toutes les revendications et les exigences, ce sont des exigences de démocratie. Et là, je juste 2 minutes. J'ai relu tous les discours de ceux qui mènent les transitions au Sahel, que ce soit M. Dambouya, M. Traoré aujourd'hui, ou M. Goïta. Ils mettent à l'intérieur de leur projet la démocratie qui ne vient pas en but aux cultures africaines et aux civilisations africaines. Et souvent, je peux le comprendre, fatigués de ceux qui ont dévoyé la démocratie, certains sont presque emmenés à croire que la démocratie ne serait pas africaine, ne serait pas pour les Africains. Erreur. C'est des présidents qui se disent démocrates, comme la RDA à l'Est avec un mur, c'était la RDA, République démocratique allemande, mais n'avait rien de démocratique et n'avait rien de républicain. Donc, l'important, et c'est important dans le discours d'ailleurs de M. Traoré hier, ou dans les discours de M. Ndambouya il n'y a pas très longtemps, dans le discours de M. Goïta ou autres, tous ceux qui parlent de transition, ceux qui ont un projet, ils remettent la démocratie à l'intérieur, mais au service de l'hybridité culturelle. Et pour revenir au cœur de votre question, la France va être obligée de bouger. Parce que quand elle ne bouge pas,
D'autres, eux, comprennent, d'autres diplomaties, d'autres géopolitiques, d'autres chancelleries, comprennent l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui mue autrement. Et le fait, que la France ne bouge pas, eh ben, ils perdent plus que des parts de marché, ils perdent des parts de respectabilité. Quand on voit la colère, voire parfois la haine politique, au sens politique du terme, c'est-à-dire pas sauter au cou d'un politique français, mais dire mais stop avec une véhémence digne et polie, arrêtez, arrêtez. Et on ne fait pas seulement ça, on n'est pas seulement en colère parce qu'on est africain, on est en colère parce que, comme vous et moi, nous sommes deux hommes, deux femmes, et il est impossible que cela ne cesse pas. Tout ça ne peut pas cohabiter, c'est-à-dire des richesses extraordinaires d'un continent qui cohabitent avec des précarités, avec un appauvrissement et une géopolitique qui vient donner leçon, qui vient avec condescendance. Ça doit changer. Ça doit changer. Et si ça ne change pas, eh ben, ça ira de mal en pis. Voilà, alors donc on va revenir maintenant, on va passer à notre sujet, c'est bien celui des 46 mercenaires aujourd'hui détenus au Mali. Donc après tous les indices rassemblés contre ces personnes qui avaient été arrêtées le 10 juin, oui c'était le 10 juin bien sûr 2022, en provenance de la Côte d'Ivoire, le monde était donc surpris de constater finalement, sinon de la sortie médiatique du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de M. Umaro Sissoko, président de la CEDEAO, qui finalement voulait faire croire, j'allais dire à l'opinion, que finalement ce ne sont pas des mercenaires. Que vous inspire ce revirement? C'est un revirement très problématique. La MINUSMA, qui a fait un rapport rapide et fouillé, renseigné, ne reconnaissait pas ces troupes comme siennes. Et en quelques heures, il y a eu un revirement. Mais quel est le pays au monde qui va accepter qu'atterrissent sur une piste d'atterrissage de son territoire des hommes armés jusqu'aux dents, sans mandat explicite, sans que les autorités locales soient au courant? C'est-à-dire que accepter ça, ça aurait été une faute d'État de la part du Mali. Mais ça, c'est le b.a.-ba de tout État. La première mission d'un État, c'est la sécurisation d'un État. Et le Mali est aux prises. Je ne présente pas les difficultés et la guerre qui mène contre bien des problématiques en termes de sécurité et de guerre contre le terrorisme. Il était bien sûr impossible qu'ils laissent rentrer des personnes armées jusqu'aux dents, sans explication, sans mandat, avec des personnes qui sont armées, mais qui sont cordonniers, qui sont maçons, ceci, cela. Quel est le maçon qui est armé jusqu'aux dents en prenant l'avion et en allant à l'extérieur? Enfin, c'est tellement grotesque. Voilà, dans un contexte où on est en lutte contre oui, le terrorisme en plus. Voilà, il n'atterrisse même pas au Luxembourg, même au Luxembourg, il serait resté sur piste et ils auraient été donc mis aux arrêts. Mais n'importe quel pays, faire le contraire a été une faute diplomatique. Donc maintenant, la diplomatie a pris sa place, mais il faut absolument que le pays d'où viennent ces militaires ait des explications beaucoup plus robustes que celles qui sont avancées en ce moment. C'est pour cela que les négociations tardent. Parce que le Mali, bien sûr, veut la véracité des faits, veut au moins des excuses, et tout ce qui peut contribuer à une résolution positive et digne pour l'État du Mali. Mais ce n'est pas seulement l'État du Mali en termes de dirigeants, mais les Maliens sont plus offusqués et étonnés que cela puisse
puisse se faire. D'ailleurs, les Maliens en Côte d'Ivoire sont aussi gênés de cette situation qui sont en plusieurs millions. Donc, ça gêne tout le monde et les responsabilités ne sont pas assez prises. Et surtout, il y a eu deux versions au sein de l'ONU, notamment de son secrétaire général. Donc, il faut absolument écouter déjà donc les autorités maliennes, leur version des faits, le dossier qui est assez épais, et que chacun, dans son rôle, dans son couloir, puisse donc donner des explications et voir plus que des excuses pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Parce que ni l'un ni l'autre n'ont envie que ça puisse dégénérer. Oui, mais est-ce que au niveau des responsabilités, par exemple, d'Antonio Guterres, c'est quand même le secrétaire général de l'ONU, est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation à ce moment-là? Et pour quelles raisons, d'ailleurs? Bah, déjà, moi, j'y vois déjà une certaine légèreté dans la rapidité de sa première intervention, alors que le rapport de sa propre structure disait tout à fait le contraire, de manière renseignée de ce que disait le secrétaire général. Donc, l'ONU, c'est quand même la maison internationale de tous. Donc, un rapport d'une maison internationale de tous, donc le Mali et la Côte d'Ivoire sont membres. Euh, il est impossible que le secrétaire général puisse avoir un discours qui soit en but avec ce que dit la MINUSMA en termes qui ont fait un rapport assez rapide avec les autorités maliennes de concert. Donc, c'est au minimum une légèreté, au pire une erreur qui ne veut pas être avouée. Alors, on va terminer avec la situation, cette information qui concerne le Congo-Brazzaville. Vous l'avez probablement suivi sur les médias. On parlerait de la présence de Wagner au Congo-Brazzaville. On cite d'ailleurs la ville de Pointe-Noire. Et très vite, le gouvernement congolais, j'allais dire l'État congolais, puisque c'est le directeur de cabinet du président de la République qui a réagi pour dire que c'était, est-ce qu'il faut parler en termes de diffamation? Mais l'information était fausse, hein, c'était une fausse accusation. Mais je vais d'abord rappeler aussi le contexte, sachant que le Congo-Brazzaville, c'est quand même un pays qui a connu un coup d'État en 1997 où Denis Sassou Nguesso, ce n'est plus un secret, avait été ramené au Congo-Brazzaville par la France, donc dans les valises de la France. Depuis 25 ans, on constate bien qu'il y a une confiscation de l'alternance démocratique, l'alternance politique. La misère est accrue, voilà. Les conditions sociales se sont vraiment dégradées. Le Congo traverse actuellement une crise multidimensionnelle. Mais curieusement, dès lors qu'on a parlé de Wagner, toute la communauté internationale s'est tournée vers le Congo, comme si les seuls problèmes qui attirent l'attention de la communauté internationale, je prends ici particulièrement la France, c'est plutôt la Russie et Wagner. Et les autres conditions de vie, par exemple, les crises dont je suis en train de parler ici, la crise politique, elle est très aiguë depuis 2016. Ça, la France est restée aux abonnés absents. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est beaucoup plus la Russie qui attire l'attention désormais, sinon les conditions que vivent, par exemple, les Congolais. Sachant, et je le répète, c'est bien la France qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, qui aujourd'hui tient le Congo de main de fer. Je suis en phase avec vous, avec votre analyse à 1000%. C'est un super exposé que vous venez de faire. Je vous félicite et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour ça que l'éloquence de votre analyse géopolitique, sous forme de questions introductives et liminaires, démontre à quel niveau l'Afrique et les Africains sont rangés sur le plan géopolitique. Ce qui s'est passé, pour répondre doublement à votre question, ce qui s'est passé avant-hier donc au Burkina, en France et dans le monde, a été vu seulement avec un fond d'écran
sur une guerre froide, comme si on était revenu au temps de la guerre froide. Et le sort des Burkinabés, le sort des Congolais était remis derrière le fond d'écran. C'est-à-dire que, là encore, comme on sait que Wagner, c'est Poutine, donc si Poutine prend des parts géostratégiques et géopolitiques en Afrique ou ailleurs, c'est la polarisation qui rend ou qui veut rendre l'Afrique et les Africains objets et plutôt sujets de cette géopolitique. C'est comme vous l'avez très bien explicité, c'est-à-dire que les conditions des décisions qui ont été prises, qui ont participé à l'appauvrissement, à l'assujettissement de millions de foyers, de millions de destins fauchés, mis en difficulté, cela est mis derrière le fond d'écran. Le fond d'écran, ce qui intéresse, si on voit bien ce qui sur comment et analyser ce qui se passe au Sahel ou là sur Wagner, c'est est-ce que Wagner veut prendre langue avec M. Sassou Nguesso? On a vu M. Lavrov, donc il y a sûrement, ou peut-être, ou c'est là, donc des rumeurs qui ont été démenties assez rapidement par le cabinet présidentiel congolais. Mais la diplomatie congolaise déjà devrait répondre autrement et de manière beaucoup plus robuste. Et ce qui intéresse, c'est encore une vision hégémonique, pour pas dire néocoloniale, mais hégémonique, sur le plan de l'influence, c'est-à-dire le prisme avec lequel on regarde l'Afrique. C'est pas avec, alors c'est la géopolitique pure, donc c'est le rapport de force. C'est pas l'intérêt des Africains, mais c'est l'intérêt de ceux qui ont ce prisme et ce paradigme. Donc voilà ce qui participe à éveiller l'intelligence qui est déjà éveillée, mais qui n'est pas en mal d'éveil, mais qui sidère les consciences politiques africaines, qu'ils soient jeunes ou non. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique sur un pouvoir qui part ou qui reste ou ceci, cela, c'est toujours vu sur le prisme des intérêts géopolitiques et moins sur le plan de l'intérêt des Africains. C'est pour cela que le mot aide et développement met à la remorque l'intérêt des citoyens africains. C'est pour cela que ce verbe aide, ce verbe développement, sous-développement, quand on dit à quelqu'un que c'est un pays sous-développé, pire, maintenant on parle de pays émergents. Quel est le contraire de l'émergence? Donc on nous envoie, je fais une métaphore mais sans sourire, on nous envoie des gilets de sauvetage pour ceux qui pourront survivre. La Méditerranée est devenue un cimetière. Nombre de routes africaines sont devenues des routes de migration. Plus de 70% des migrations sont à l'intra au niveau du continent. Donc on voit bien que tout ce qui est mis de côté. Donc l'Afrique d'aujourd'hui, comme celle d'hier, parce que je ne veux pas dire que ceux qui nous ont précédés ne se sont pas battus, et d'ailleurs je les célèbre. Célébrons-les. Mais aujourd'hui, on est dans un moment paroxystique où le moment de l'affirmation est venu, à sonner. C'est-à-dire de refuser que l'Afrique soit objet et non sujet. C'est-à-dire que quitte à souffrir, mais souffrons en tant que sujet de nous-mêmes. C'est-à-dire avec nos propres dignités et refusons ce qui doit être refusé d'Alger jusqu'au Cap, en passant par Brazza, en passant par Ouaga, en passant par Tripoli et autres. Et c'est important, c'est ça le panafricanisme véritable. C'est cela, c'est marquer des refus, marquer des exigences, pas des demandes, marquer des exigences politiques.
Il faut absolument qu'ils entendent les consciences politiques qui sont debout. Ils l'ont entendu à Ouaga, ils l'ont entendu à Bobo Dioulasso, ils l'entendent à Bamako de manière remarquable et autres, même si parfois on peut mettre un bémol ici. Mais c'est un redressement narcissique, un redressement psychosociologique, un redressement psychopolitique. C'est-à-dire que le jeune, il sait que quand il se lève et il va dans la rue, c'est pour ses parents, ses grands-parents qui peut-être n'ont plus la force ou qui peut-être ne sont plus là. Donc c'est bien une filiation politique. C'est bien une filiation politique au-delà d'une vision marxiste, socialiste, capitaliste ou autre. C'est bien une géopolitique des peuples qui est en train, même si parfois elle ne le sait pas, est en train de fabriquer un appareil politique, une vision politique, une conscience politique nouvelle et qui est une conscience de refus, mais qui n'est pas seulement une conscience de refus, mais qui se met en construction. Donc, elle est bien sûr aux prises avec un amoncellement, un millefeuille de problèmes, mais il y a une exigence, il y a un refus, et cela, il faut le célébrer. Et tel que vous l'avez bien dit, la vision, l'inquiétude de Washington et de Paris sur Wagner, sur leur présence ou non, sur toutes ces rumeurs à Brazzaville, c'est ce qui intéressait, c'est pas le sort des Congolais ou le sort des Burkinabés, ça c'est derrière le fond d'écran. Donc ça ne trompe personne, personne n'est dupe, les Africains ne délèguent pas leur vision et leur cerveau, donc il est important vraiment de continuer le ressaisissement politique, le ressaisissement anthropologique. L'heure de l'affirmation a sonné et il faut absolument que chacun l'entende, qu'il soit français, qu'il soit russe, qu'il soit britannique, qu'il soit despote intérieur, qu'il soit extrémiste intérieur. Il y a une voix majoritaire qui va se soulever, qui va s'affirmer. C'est celle du géopolitique des peuples qui va avoir l'exigence du respect des dignités de chacun, et cela est en branle. Et pour l'instant, comme si certaines géopolitiques, si certaines sorcelleries disent que voilà ce qui se réalise, voilà ce qui est fait, eh ben, le fond d'écran va changer. Donc c'est plutôt la géopolitique des peuples qui va être entendue, plus que les machinations géopolitiques et géostratégiques. Alors, dans le même sens, nous savons qu'au Congo-Brazzaville, hein, il y a eu des moments de crise, j'allais dire, des conflits, hein, où il y a eu des expéditions militaires, par exemple, dans la partie sud de Brazzaville. Je parle là de ce qui s'est passé en 1998, qui s'est répété d'ailleurs en 2016 et 2018. Alors, il y a eu ces traumatismes-là parce qu'on pourrait aujourd'hui évaluer évidemment un Congolais sur deux a dû perdre un parent ou souffre actuellement de ces traumatismes qui n'ont jamais été pris en charge. Est-ce qu'on peut craindre finalement que d'ici là, peut-être, c'est le temps qui va jouer contre le Congo, que le terrorisme, évidemment, arrive à ce niveau, puisque au départ, d'entre deux jeunes l'avons dit, le terrorisme se nourrit un peu de ce genre d'événements, de ce genre de faits. Ouais, c'est multifactoriel. Voilà. Est-ce qu'on peut craindre que finalement le Congo soit un jour en proie, bien entendu, du terrorisme? Et oui, malheureusement, au Mozambique, au RDC, au Cameroun, pas loin, et Boko Haram, au Tchad, c'est-à-dire nos pays frontaliers sont déjà confrontés à cette problématique multifactorielle, hein. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que certains disent que le terreau, c'est seulement la précarité et une vie plus qu'aride. Non, il y a aussi des options qui, parfois, comme vous l'avez dit, découlent de traumatismes post-conflit et qui n'ont pas été prises en charge par les autorités. Ça a été dit par le docteur Mukwege, ça a été dit par nombre de réunions géopolitiques santé ou géosanté sur la prise en charge. Qui ne connaît pas peu ou prou des personnes qu'on a perdues après des conflits ou qui sont
pas perdus, mais qui sont vivants, mais qui sont parfois comme perdus avec le traumatisme qui n'a pas été donc pris en charge sur le plan de la santé, parce que la santé publique est défaillante. Il y a une vision de la prise en charge traumatique post-conflit, post-traumatique qui n'est pas prise en charge, qui ne fait pas assez partie, qui n'est pas assez au cœur des problématiques traumatiques. Et même le post-colonialisme devrait être pris en charge sur le plan psychanalytique. Quand je parlais tout à l'heure du ressaisissement narcissique, avec ce que ça a pu donner parfois de complexes de supériorité, complexes d'infériorité, doutes capacitaires et autres, qui parfois a même des ricochets sur ceux qui sont jeunes et moins jeunes et qui sont malheureusement en périphérie dans les banlieues du monde. Là aussi, il y a des problématiques traumatiques qui ne sont pas toujours avouées parce que parfois ce n'est pas su, mais à l'analyse. Donc, pour revenir à l'Afrique et au Congo, il y a toute une partie qui, on le disait tout à l'heure, parfois de manière similaire ou différente. Il y a un traumatisme qui s'énonce et se met en branle dans notre société où on voit quand même des attitudes et des mécanismes qui sont de plus en plus nocifs et qui pourraient malheureusement donner accès au terrorisme. Accès au terrorisme ou d'autres visions aussi radicales et qui malheureusement vont pas dans l'intérêt de la personne et du Congo. Donc la fragilisation d'un pays le rend aussi vulnérable ici ou là. Je parle du Congo. Eh ben, comme vous le dites, ça crée ce qui n'est pas souvent dit parce que on va voir des médecines parfois alternatives ou autres. On se débrouille, comme on dit, pour essayer de voir un peu plus clair, pour essayer d'aller mieux. C'est-à-dire que chaque jour, pour beaucoup, c'est une épreuve. Et le lendemain, il faut se relever, une épreuve. Donc, c'est aussi une épreuve psychologique. Donc, il faut absolument aussi le voir sous cet angle post-traumatique qui peut parfois même se transmettre dans l'inconscient des enfants, des petits-enfants et autres. Donc, c'est bien renseigné hein, on pourrait même faire une émission là-dessus, sur le post-traumatique, parce que ça concerne nombre de pays sur notre continent, et même il y a un post-traumatique sur le Burkina Faso. Beaucoup disent aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un autre coup d'État? Est-ce qu'il y a eu des morts? L'incertitude, l'épaisseur de l'incertitude est une problématique psychosociologique. Et quand ça devient aussi endémique, donc c'est structurel. Ça peut cadrer, ça peut impacter et structurer malheureusement un rapport à soi, un rapport à l'estime de soi, un rapport à qu'est-ce que je peux faire pour survivre? Et parfois, il y a une décision malheureuse qui va aller, ce que je disais tout à l'heure, en accélérer vers des groupes on ne peut plus criminels pour essayer, semble-t-il, d'améliorer un ordinaire qui finit souvent dans les géoles, au cimetière, ou malheureusement à devoir massacrer ses concitoyens. Alors, on va terminer par cette dernière question. Vous avez probablement suivi ce fait de société, j'allais dire. C'est la saisie, donc l'interpellation de M. Nzouba Dama, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, allais-je dire, du Gabon, qui avait été saisi avec plus d'1 milliard, parce que c'est 1 milliard 190 millions de francs CFA espèces, de l'argent du contribuable congolais qui lui avait été donné probablement gratuit par le pouvoir de Brazzaville. Dans le même temps, on parle de l'aide au développement. Et le Congo, actuellement, je pense que la dernière mission du FMI qui est venue pour le contrôle, si elle n'est pas encore là, c'est sûr et certain qu'elle est déjà partie. Alors, dans le même temps où on va prendre de l'argent au FMI, où on reçoit de l'aide au développement, on voit encore des milliards sortir par les valises, c'est de l'argent frais, de l'argent liquide, et c'est l'argent du contribuable congolais. Alors, pourquoi est-ce que la France ne fait-elle pas le suivi, par exemple, de cette aide
cette aide au développement. Et je sais que le Congo, au niveau du FMI, hein, les négociations entre le Congo et le FMI, le Congo est souvent assisté par la France. Alors, Voilà un pays où on alors moi, reçoit de l'argent en oui, entrant et ça sort par la petite fenêtre, j'allais dire. non, mais commençons, je pense, par les responsabilités. Donc, il y a une enquête qui est faite pour pas que la France, la Russie ou autre deviennent un bouc émissaire. Souvent, il y a des présidents ou des autorités qui vont demander de l'aide au développement. Je ne reviendrai pas sur ces termes que Johnny, et qui, dans la phrase d'après, à la même tribune, vont vanter toutes les richesses du pays. Donc, ça ne peut pas cohabiter dans le même discours. Quand vous vantez autant de richesses, vous n'avez pas besoin d'aide au développement. Quand il y a autant de détournements, quand il y a autant de gabegies qui ne datent pas d'un week-end, quand il y a autant de malgouvernance, de malgestion, on peut demander à la France, au FMI, à la Banque mondiale ou autre, mais là encore, c'est replacer à une place tutélaire la France, le FMI et toutes les structures qui ne sont pas, ce ne sont pas les premières. Il y a des responsabilités premières. Et il faut pas, on peut pas tout demander. On peut pas. Si j'allais dans l'absolu, la France n'est la mère de personne, en tout cas d'aucun Africain. La France, c'est un État. Comme dans les 54 pays, il y a un chef d'État. Donc, on ne peut pas refuser le paternalisme ou le maternalisme, et on a raison, et demander à chaque fois qu'il y a une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion, certes avec des complexités d'une géopolitique, où c'est un rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi? C'est se jouer aussi, malheureusement, des vulnérabilités. Parce que la géopolitique comprend en elle le cynisme et souvent l'iniquité. Donc, on ne peut pas demander, en ayant ça carte sur table, on ne peut pas se plaindre et demander de changer de prisme et de paradigme et de demander de l'aide au développement et autres. Beaucoup de chiffres démontrent que parfois, sur 100% de ce qui est dit aide au développement, 5% seulement revient au peuple. Où vont les 95%? Les 95%, ce n'est pas seulement les sociétés politiques et économiques, c'est aussi toute la corruption endémique qui s'est emparée en termes de mécanismes dans notre société. Donc, on parlait tout à l'heure de post-traumatique, c'est aussi tout un travail psychologique sur les mentalités de ces pays. Je ne vais pas dire nos mentalités, parce que tout le monde n'est pas concerné, mais tout le monde est au courant de ce qui traverse et de ce qui impacte nos rapports sociaux. Et donc, il faut se sortir en même temps. Mais les premiers responsables de cela, ce sont les chefs d'État, ce sont les parlementaires, ce sont tous les corps d'État, tous les pouvoirs intermédiaires. Donc, c'est bien une problématique structurelle pour ne pas aller à chaque fois, à chaque réunion et à chaque forum, demander de l'aide. Il faut aider l'Afrique. On dirait que c'est une petite fille qui n'a pas son cartable et qui n'a pas son uniforme pour aller à l'école. Et dans la phrase d'après, on vend toutes les richesses économiques qu'on pille, qu'on autopille, qu'on autodétourne, et on a l'outrecuidance d'aller dans des structures où il y a les impôts mondiaux de tous nos concitoyens mondiaux, de demander de l'aide. Il faut absolument que nos dirigeants cèdent eux-mêmes, donc changent leur manière de gouverner, changent leur manière de gérer, changent leur manière de présider. Pareil pour une bonne partie du monde économique. Pareil aussi, il faut aussi que les sociétés civiles fassent forum sur ce qu'ils peuvent faire sur eux-mêmes et à l'égard, et voire parfois à l'encontre sur le plan des exigences de leur gouvernement. Moi, je pense que ça commence d'abord là, et ensuite, de manière plus cohérente,
et groupés, on va entendre des discours qui ne seront pas seulement un seul du Mali, mais qui n'est pas suivi sur 54, sur 54 pays, qui n'est pas suivi, d'au moins 50 présidents qui, peu ou prou, exigent la même chose. Que ce soit sur le plan géopolitique, géoéconomique, géomaritime, sur le plan climatique, sur le plan des iniquités, sur le siège, sur le siège au Conseil de sécurité. Donc, il y a tellement sur la table, carte sur table, mais on a des gouvernants dont c'est la mission, d'intervenir. Donc, n'allons plus vers la demande, allons vers l'exigence, l'affirmation. Arrêtons de demander, c'est très correct, hein, c'est même convenable, mais ce qui est encore plus convenable, c'est d'exiger le respect des missions qu'il leur est conférées. Et voilà donc, alors, à l'allure où vont les choses, quel avenir pour la France en Afrique? Si j'ai bien entendu votre question, est-ce que vous pensez que ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que la situation était paroxystique au Sahel, on peut dire la même chose Bien sur sûr, les oui. relations France-Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il faut absolument croiser les analyses, comme vous dites, pour déjà l'énoncer aux citoyens français lambda, qui souvent ne comprend pas pourquoi il y a un sentiment dit anti-français, ce qui n'est pas. C'est pas celui-ci. C'est bien la fin du système France-Afrique qui est souvent co-animé, mais depuis des décennies. Mais ce qui a fait croire en trompe-l'œil, par exemple, c'est des soi-disant liesses à Bamako. Mais quand il y avait des liesses, il y avait en même temps dans la tête des Maliens, mais on veut en même temps la fin de la France-Afrique. Mais beaucoup ici ont pris cette liesse quand il y a eu la venue d'Hollande comme une liesse. Tout va bien, c'est l'étreinte. Non, sur le plan géopolitique, ça n'allait pas. Donc c'est une mauvaise connaissance, c'est une connaissance carencée, lacunaire de l'histoire de l'Afrique, de la France et de l'Afrique et de la France, surtout de la France à l'égard de l'Afrique et des Africains, et pas seulement des régimes. Et donc, ce qui est paroxystique, ce qui est à son comble, c'est plutôt à l'égard des sociétés civiles politisées, conscientisées, politiques, africaines, qui demandent donc à la politique diplomatique, au président de la République française, de changer de prisme et de paradigme, mais dans les actes. Et bien sûr, ça ne peut se faire que simultanément avec les autorités des pays en Afrique qui sont premiers responsables avec leurs concitoyens la situation. Mais cette concomitance, eh ben, elle participe comme une machine bloquée à rendre paroxystique on va vers cela si rien n'est fait, si les erreurs ne sont pas avouées, si les erreurs ne sont pas déjouées, si une nouvelle politique n'est pas énoncée et mise en œuvre du paroxysme, on va malheureusement vers des grandes crises. Donc, c'est pour cela qu'il faut exiger le changement de prisme de paradigme et de politique en termes de relations internationales avec les Africains et les régimes qui sont souvent soutenus, les troisièmes mandats, les visions à géométrie variable et sélective, parfois l'arrogance, la condescendance. La liste est tellement longue, c'est ça qui soulève le courroux. Et si cette analyse que nous énonçons, qui est majoritaire dans les capitales et toutes les petites et grandes villes en Afrique et dans les diasporas, si elles étaient entendues dans les télévisions ici et ailleurs, ça permettrait au lambda, quelle que soit sa nationalité, d'entendre
des études et des analyses croisées et de se faire lui-même une vision plus aboutie, plus conséquente, plus effective, plus efficiente, plutôt que dire, bah, voilà, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est parce qu'il y a Wagner, ce qui se passe. Non, il faut vraiment que certains commencent à respecter les consciences africaines et les cerveaux africains. Bien sûr, comme partout, il y a des thèses complotistes ou des fake news et autres, mais ça précède ce sentiment, il précède, pour ceux qui suivent les rapports france-africains, ça précède cette vague complotiste, ça précède cette influence russe, OTAN, Occident, France et autres, ça précède le conflit russo-ukrainien. Donc, ce n'est pas nouveau. Et donc, faire l'étonner, étonne toute l'Afrique. Mais ça ne fait pas qu'étonner toute l'Afrique, ça les met en colère. Donc, il faut entendre la colère, il faut la respecter, il faut respecter la colère qui déboule de conscience avertie et qui dit stop. En tout cas, merci Jean-Claude Félix Chiquel. Je rappelle que vous êtes géostratège, sociologue, géopolitologue, chercheur à l'Institut de prospective et sécurité en Europe, groupe Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore prêté votre attention. Likez, partagez et on se retrouve très prochainement. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez vraiment soin de vous. Merci.